Bonsoir à tous. Donc, bonsoir, bienvenue aujourd'hui. Nous allons parler du sujet « Les femmes sont aussi du voyage ». La grande question, c'est pourquoi faut-il le préciser? Eh bien, tout simplement parce que les femmes sont absentes des récits, que ce soit le récit de la grande histoire, puisque les récits de la grande histoire sont des récits de guerre et de conquête. Eh bien, ce sont des explorateurs et des militaires, enfin, des croisades, donc ce sont des hommes. Mais elles sont aussi absentes d'autres récits, les récits de l'imaginaire, des romans et des films. Ces dernières années, il s'avère qu'elles ont été davantage racontées, souvent racontées par des hommes, imaginées par des hommes, ces femmes aventurières, ces femmes voyageuses. Elles sont aussi peu et rares en tant que rôle modèle. Pourquoi? Parce que les femmes n'aiment pas se raconter, ou plutôt se la raconter, et parfois il y a confusion entre les deux. Eh bien, nous avons vu 2 films racontés par des femmes qui ont osé raconter d'autres femmes, mais aussi se raconter à travers leurs histoires. Et aujourd'hui, nous sommes entourés de 3 femmes qui sont prêtes à vous raconter, se la raconter, se raconter. Et donc, sans plus attendre, tu peux te présenter, Sarah. Alors, je m'appelle Sarah. Le vélo, je dirais que je l'utilise principalement pour le voyage. Alors, je ne suis pas une cycliste, je ne suis pas rapide à vélo, et encore aujourd'hui, je ne suis pas toujours à l'aise sur plein de terrains, mais je prends beaucoup de plaisir à parcourir des kilomètres à vélo. Pour le moment, ces kilomètres, je les ai essentiellement faits en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et le dernier voyage, du coup, c'était l'an dernier sur la Tuscany Trail. Et c'était la première fois que j'étais avec des gens qui faisaient le même parcours que moi, parce que d'habitude, je suis souvent seule. Et le dernier voyage solo, c'était aussi l'an dernier, au Soudan. Bonsoir. Est-ce que vous avez aimé le film? C'est un peu mou, ça. On reviendra sur cette thématique plus tard. Donc moi, c'est Manon Brulard. Du coup, j'ai fait le film que vous venez de voir. Après le voyage, on a lancé une initiative qui s'appelle Welcome to my garden, parce qu'en fait, on avait été accueillis par beaucoup de personnes et on était très reconnaissants de l'hospitalité qui nous avait été offerte. Et donc, quand il y a eu le Covid et qu'on a été forcés à voyager près de chez soi pour la première fois, on s'est demandé comment on pouvait faire en sorte que cette hospitalité puisse aussi être en Belgique, en France, etc. Et donc Welcome to my garden, c'est un réseau de citoyens qui ouvrent leur jardin pour que quand vous voyagez à vélo ou à pied, c'est-à-dire de manière écologique, vous puissiez camper gratuitement pour la nuit. Et donc ça a déroulé d'autres projets. Et donc moi, le vélo, c'est pour voyager, mais c'est aussi dans la vie quotidienne et c'est maintenant dans ma vie professionnelle. Et voilà. Et je suis belge, comme vous pouvez l'entendre. Bonsoir, moi c'est Anne de Kester, donc je viens de Calais. Je ne suis pas du tout dans les films que vous avez pu voir ou que vous verrez, mais j'ai rencontré Louise Roussel quand elle a passé son film à Calais l'an dernier. Et je fais du vélo parce que j'habitais dans une ferme déjà éloignée du village, donc il fallait déjà aller au village. Donc on avait le vélo, c'était plus rapide. Après, pour le collège, si on voulait voir les copines le jeudi à l'époque, il fallait prendre le vélo. Et puis après, j'ai fait du vélo comme ça, en fait, toujours assez à l'aise. J'allais au boulot à vélo, j'ai 4 enfants, mais on n'avait qu'une voiture. J'ai 4 filles et on avait 2 vélos avec les 4 filles sur 6 ans, donc une derrière, une devant, et puis on avait 2 vélos. Après, les gens me voyaient arriver au boulot à vélo, donc j'étais vraiment la psychologue, je travaillais avec des personnes handicapées, et j'étais la psychologue qui arrivait à vélo. Alors quelquefois ça prêtait à sourire, parce que je prenais la pluie, tout le bazar. Et en fait, quand je suis partie en retraite, c'est-à-dire j'ai eu la chance de quitter à 61 ans. Et donc, tout le monde, j'avais ma fille aînée qui avait fait des études dans les Balkans, à Belgrade. Et donc, en allant à Belgrade en vacances, on campait le long du Danube, justement, parce j'avais pris la Vélo 6 pour partir de Calais jusque... on a rencontré des gens qui prenaient cette autoroute à vélo.
et qui venaient de partout. Donc je me suis dit, tout le monde le savait au boulot. Et, première chose que je fais quand je suis en retraite, je pars à vélo toute seule et je vais aller à Constanta sur la mer Noire. C'était un petit rêve. Alors ils m'ont fait un super cadeau, ils m'ont offert un vélo, puis la petite charrette qui est derrière. J'ai dit là, mon vélo il est là. Enfin, c'est pas le même que celui avec lequel on m'a offert un Riverside 500 de chez Decathlon avec la charrette de chez Decathlon. Et puis j'ai ramené la charrette, je me suis payé des sacoches et je me suis dit non, je vais toute seule, mais avec des sacoches. Alors je fais toujours mes voyages à vélo depuis, voilà. Chaque année c'est maladif. Je reprends la première fois j'étais à Belgrade, j'étais à Constanta. La deuxième fois j'ai fait Calais-Lisbonne. Donc Calais-Constanta c'était 5075 km. Calais-Lisbonne, c'était 3500 à peu près. L'année d'après, je suis partie trop tard. Je fais que Luxembourg, le sud de la France, mais j'étais voir tous les copains dans le sud de la France. Et puis l'année dernière, j'ai voulu aller jusqu'à Kiev sur la véloroute 4, mais avec la guerre qui avait éclaté en février, j'ai été arrêtée dans mon élan. Donc j'ai fait Prague, aller-retour. Voilà, donc là, c'était 4500 km. Et pour conclure, donc je vais faire une petite présentation rapide. Moi, j'ai fait beaucoup de vélo, très longtemps, très loin. Et plus ça allait, plus j'ai continué. J'ai fait de l'ultracyclisme et j'ai découvert deux choses. L'émancipation, tout simplement. J'ai appris à me réapproprier mon temps, l'espace, mes rêves d'aventure. Et j'ai été aussi à la recherche de cet espace hors du temps, hors du monde. Quand je travaillais beaucoup et que j'avais besoin de déconnecter, je faisais du vélo, je fais du vélo. Et j'ai voulu le partager au plus grand nombre de personnes. Et c'est pour ça que l'année dernière, j'ai lancé un groupe de ride entre femmes qui s'appelle le GROU, puis les aventures Poco Loco, pour partir à la découverte de l'Europe et depuis la France. On va commencer tout de suite sur le sujet des apprentissages que vous avez eus à travers votre pratique du vélo. Une des premières questions, c'est partir seul. Est-ce que c'est la seule chose qui est valable? Partir seul, qu'est-ce qu'on y découvre? Manon, je t'en prie, est-ce que le choix de la solitude ou de la non-solitude est-ce que tu t'en as fait le choix? Mais moi, quand je suis partie, je dis toujours, j'étais déjà très amoureuse de Driss, donc c'était compliqué de le laisser derrière. Et puis après moi, on me pose souvent la question, en voyant le film, mais tiens, est-ce que tu aurais pu partir seule? Comme si pour faire un film féministe qui parle de la question du femme et du vélo, il aurait fallu obligatoirement partir seule. Mais on ne pose jamais la question qu'est-ce que ça a permis à Driss en tant qu'homme de partir avec moi, parce qu'en fait grâce à moi il a eu accès à toutes des narrations et à des rencontres qu'il n'aurait pas eues. Et à la question est-ce que j'aurais pu partir seule, personnellement pas, parce que je trouve que c'est un check-in émotionnel et un check-out émotionnel constant. On rencontre tellement de personnes sur la route et c'est ça qui fait la beauté du voyage, mais parfois émotionnellement c'est aussi lourd à digérer et il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de décisions à prendre par jour. Et moi j'aimais beaucoup l'idée d'avoir quelqu'un, ma famille, d'avoir quelqu'un d'intime avec moi. Ça aurait pu être une amie, ça aurait pu être n'importe qui, si c'était pas forcément, il fallait pas que ce soit un homme, mais d'avoir quelqu'un avec moi avec qui je pouvais ventiler tout ça et débriefer. On se faisait des débriefs sur la route, tiens il s'est passé ça, qu'est-ce que t'en penses, etc., pour donner une place à ce qu'on ressentait et ce qu'on vivait. Et je crois que moi personnellement solo ça aurait été une lourdeur émotionnelle pour moi, mais voilà, du coup je vais peut-être te laisser la parole parce que de l'inverse, Anne, du coup Oui, moi c'est l'inverse. J'avais l'impression de travailler beaucoup pour les autres, toujours être pour les autres, et j'avais vraiment envie d'être indépendante j'adore être seule, en fait. J'adore être je suis vite fatiguée quand il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui parlent autour. Et là, le vélo, c'était vraiment l'idéal pour bouger seule. Et bon, je faisais aussi beaucoup à manger parce que j'ai un mari qui cuisine pas du tout. Donc, je m'étais dit, ça faisait sourire, mais s'il vient avec, il est très heureux et moi non. Donc, je prends un bon petit déjeuner le matin, mais je peux rouler jusqu'à 2h, 3h l'après-midi. Et puis quand je mange, je me cale un peu, mais je mange mieux le soir. Mais
S'il était venu avec moi, qu'est-ce que tu découvres dans la solitude? Pourquoi tu aimes bien ce Ah ben silence c'est vraiment une liberté totale en fait. On n'attend rien du rythme de l'autre. Moi, je roule à mon rythme. Je prends beaucoup de photos, donc j'empêche non plus personne de rouler plus vite. Sans concession, il n'y a plus de concession. C'est un monde sans concession. Oui, il n'y a pas de concession. Il n'y a que la concession des autres, parce que même si on roule tout seul, on est obligé on a besoin des autres. Donc, moi, j'avais l'impression aussi que je rencontrerais mieux les gens que je rencontrerais seule, en fait. Est-ce que tu as l'impression aussi, quand tu es seule, que quelque part, le chemin se crée sous tes pas, alors que quand tu es avec quelqu'un, tu suis un mouvement? Est-ce que tu as cette sensation un peu vertigineuse Oui, moi, je pense que si j'avais roulé avec quelqu'un, c'était avec mon mari, mais j'aurais pas bien supporté. Okay. On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes... Bon, on s'entend bien dans la vie, mais on a vraiment des goûts différents. Il est très jazz et très intérieur, et moi j'ai besoin du vent tout le temps, j'ai besoin de l'air, voilà. Et dans les autres apprentissages, on parle souvent des sujets les peurs. Souvent, on rattache les peurs à la nuit. En fait, on rattache les peurs à des éléments naturels, des éléments sauvages. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur de la nature? Est-ce que tu as peur de l'être humain? Est-ce que tu recherches est-ce que tu cherches tes peurs à les conquérir, à les rencontrer, à les conquérir? Au début, moi je prépare jamais mes voyages. Hein. Je pars, je suis une ligne, donc je prends les véloroutes, donc il n'y a pas le choix. Enfin, souvent, bon, je m'égare, je fais des kilomètres en trou parce que je regarde pas les panneaux, mais c'est pas grave. Mais je prépare pas mes voyages, et les premières fois, la première année, j'ai fait beaucoup de camping, donc ça fait pas peur en fait. Camper toute seule, c'est rien. On est dans un terrain de camping, et au fur et à mesure que je vais, d'abord je trouve que c'est trop coûteux, donc il faut faire autrement. Après les warm showers, c'est bien, mais on est tenu de parler, de rencontrer les gens, donc on reste avec eux, et mon petit truc, c'est que j'écris mon journal tous les jours. Alors, souvent, je suis dans ma tente tranquille à 11h du soir, mais j'écris jusqu'à 1h, voire 2h du matin sur mon petit téléphone, quelquefois qui est cassé. Et donc la nuit n'est pas une... Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Enfin, de moins en moins. Puis même maintenant, je me suis rendu compte que les derniers voyages, je suis même créé des aventures. Vraiment, j'ai vécu des drôles de trucs assez rigolos. Mais bon, je ne veux pas tout vous raconter là. On aura peut-être le temps. Prochain épisode. Ouais. Et toi, est-ce que tu pars à la conquête de tes peurs de la nuit ou d'autres peurs? Est-ce que c'est tes peurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de peurs projetées aussi de ta famille qui te voit partir? Comment tu vois ça? Pour moi, c'était un peu différent parce que j'ai eu beaucoup d'amis, une amie seule qui est partie, qui disait, en fait, on lui disait tout le temps que attention, 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 et donc c'était des peurs projetées. Moi, quand tu pars en étant un couple hétérosexuel et cisgenre, évidemment, tu as beaucoup moins de peurs projetées parce que tu représentes ce que tu es censé représenter pour la société. Voilà. Mais oui, tu apprends surtout à gérer tout. Il y a plus de problème en fait. C'est que quand on est en voyage, chaque problème est une source de solution. Et donc en fait on apprend à regarder les choses comme des opportunités. Et puis un jour nous on avait un motto, une phrase où on disait sometimes you win, sometimes you lose. Et en fait il y a des jours où genre toutes les planètes s'alignaient, la route était super, quelqu'un nous donnait des fruits, il y avait de l'eau, il y avait de long pour s'arrêter. Et puis il y a des jours où on avait je sais pas, quelqu'un avait des crevaisons, ou qu'on était malade, ou qu'on était fatigué, ou quoi que ce soit, et on trouvait pas d'endroit où dormir qui était sympa, et en fait ces jours-là on savait que le lendemain on regagnerait. Et donc c'était ça aussi l'idée de la peur de l'inconnu. Il n'y a plus rien qui est vraiment inconnu, et qu'en fait que la peur de l'autre, elle s'effondre quand on fait du voyage à vélo, parce que les gens, 99% des gens sont bienveillants en fait, et c'est ça qu'on oublie en fait, c'est que les gens, surtout quand on arrive à vélo, il y a une reconnaissance de l'effort, et il y a un respect de l'effort qui fait que en fait on est à hauteur d'yeux, il faut juste faire ça et boum, je te parle. Et donc ça crée des rencontres à chaque fois, et ça crée des moments, et ça crée de la bienveillance et de la gentillesse, parce que ça crée de l'empathie, et ça c'est très beau, et je crois que c'est pour ça qu'on voyage toutes les 4 à vélo aussi, c'est que c'est très humain en fait. Créer le lien. Ouais. Oui, par exemple, souvent ça m'est arrivé sur les voyages d'être arrêté par des messieurs et me dire justement,
ben, vous roulez toute seule, enfin, vous n'avez pas peur. Mais je dis, peur de quoi? Peur de qui? Et je dis, oh, je vois, vous êtes très méchant, vous allez me faire du mal. Bon, ça le fait sourire. Mais je dis, oui, mais enfin, vous voyez, il n'y a personne dans le journal qui va noter demain, Madame Truc a parlé à Monsieur Machin, puis ça s'est très bien passé. Ils ont parlé pendant 25 minutes sur un carrefour. Voilà, c'est... Pour parler d'un sujet beaucoup plus pratico-pratique, mais qui est un peu lié aussi, qui est lié à notre pratique du vélo en voyage, c'est le sujet logistique, ou plus particulièrement les tenues vestimentaires choisies, les rapports que vous pouvez créer aux vêtements que tu portes, à l'hygiène au quotidien. Est-ce que toi, tu as une expérience de quand tu pars en voyage, Sarah, tu as combien d'affaires, comment tu gères tout ça? Enfin, raconte-nous. Alors, tout va dépendre si j'ai de l'eau ou pas. Et je crois que j'ai vraiment commencé à avoir une espèce de routine hygiène à partir du moment où j'ai été dans le désert, où du coup l'eau est limitée à ce que je peux porter. Et clairement, j'ai pas envie de me laver le visage avec l'eau, je préfère la laisser pour la boire. Et moi, j'ai opté pour la lingette. Alors, c'est pas très écologique, mais du coup, on l'utilise pour tout, pour toilette intime, toilette du matin, pour se laver les mains avant de manger. Et c'est magique, par exemple, toi, j'ai vu que tu avais traversé le désert, tu te retrouves avec plein de sable dans le visage, donc en fin de journée, c'est super. Et pour les vêtements, je voyage léger. Mais du coup, quand je sais que je ne vais pas avoir d'eau, je vais privilégier des tissus où je suis sûre que ça ne va pas sentir mauvais, même si je le garde de 3 jours. Et oui, on a un attachement aux vêtements avec lesquels, en tout cas moi personnellement, j'en ai un, avec lesquels on a vécu beaucoup d'histoires. Donc quand tu reviens chez toi, tu ne les quittes plus ou Alors, au contraire, tu as un plaisir je ne les expose pas dans ma chambre, mais j'ai du mal à m'en défaire, à m'en détacher. Très bien. Et toi, sur les sujets, comment tu voyages? Est-ce que tu voyages léger? Moi, je voyage lourd, je voyage très lourd. Je voyage avec 27 kilos sur le vélo, plus mon vélo, plus moi, mais ça fait rien. Je préfère en baver, mais avoir mes tenues. Alors, je fais rigoler pas mal les gens parce que quand je vous disais que j'écrivais mon truc, en fait, j'ai des tas de copines à Calais qui voyagent avec moi, mais elles ont mon âge ou quelquefois plus âgées, mais j'ai l'impression de voyager vraiment pour elles. Elles me le disent. Je leur ai fait la farce en disant, bah tiens, je suis partie, je me suis prise en photo à Calais avec le vélo et devant la gare, et j'ai dit, ça y est, je suis repartie. Tout le monde, elles sont déjà 120 ou 130 à avoir demandé, enfin je dis elles, mais il y a des messieurs aussi. Mais moi, je prends je prends au moins une ou deux jupes, ou des jupes culottes, mais je voyage en short, pas avec des cyclistes. J'aime bien les trucs en coton, c'est plus lourd que les petits trucs à nettoyer, mais je m'en fous, tant pis, j'ai 1 kilo ou 2 en plus, mais j'ai le petit bandeau souvent assorti à ma tenue. Je me mets du rouge, du vernis à ongles bleus à chaque fois que je fais un voyage. Alors on me reconnaît, ils me disent, bah, ça y est, tu vas partir bientôt. Je suis coquette, mais ça fait rien. Enfin, je préfère avoir du kilo, mais alors bon, pour l'hygiène, je fais des lessives, je m'arrête de temps en temps. D'un coup, je fais une grosse lessive. Oui, on n'est pas obligé de vivre. Tu peux t'arrêter dans un hôtel à un moment, tu peux aller dans un bivouac. Mais en camping, c'est pas le désert non plus. J'ai pas dépassé les frontières de l'Europe pour l'instant. J'en rêve, mais bon, pour d'autres raisons, pour l'instant, c'est comme ça. Sur la partie vêtements, est-ce que vous utilisez des sous-vêtements? Est-ce que vous êtes en cuissard? Question. Non, pardon. Non, je ne suis pas en cuissard. Tu n'es pas en cuissard? Non. Et tu as une selle qui est parfaitement adaptée? Qui commence à l'être. Qui ne l'était pas au début, mais... Ok. Qui est en cuir? Oui. Ok. Et toi, pareil, tu as un cuissard, tu as une tenue normale, comment? Je comprends pas. Est-ce que tu voyages avec un cuissard, tu voyages non, pas de cuissard. J'ai une culotte et un soutif sans bretelles parce que je suis toujours avec des t-shirts en bretelles. Donc c'est plus facile à enlever le soir. On ne doit pas enlever forcément tout ce qu'on a sur soi. Et
C'est vrai que même les culottes, sans cuissard, c'est quelquefois embêtant parce que j'ai des problèmes d'irritation les 10 premiers jours. Alors j'ai dans ma pharmacotep, j'ai aussi des crèmes et des choses à me masser, la crème NOC, des tas de trucs pour... Ah ouais. En ultra, c'est pareil, l'hygiène devient un des besoins essentiels. Enfin, tu réalises que si tu ne gères pas cette partie-là, tu t'arrêtes. Ça t'arrête net en fait. Avoir mal aux fesses peut te faire arrêter une course, encore plus que de ne pas avoir de muscles. Après, j'ai l'avantage, j'ai 65 ans, donc j'ai plus mes règles, donc c'est peut-être moins un problème que de les avoir quand on est plus jeune. J'ai encore mes règles, si c'est la question. Est-ce que tu peux en parler ce soir? Est-ce que ça nécessite une gestion particulière Oui, ça exige quelque chose de particulier. Mais déjà, par exemple, moi, j'ai des règles douloureuses. Donc, j'essaye le plus possible d'être en dur quand j'ai mes règles. Mais en vrai, avec le voyage, les cycles, ils deviennent irréguliers. Et souvent, je me retrouve sous la tente. Donc, les chaufferettes, c'est pas mal d'avoir des chaufferettes. Je les mets sur mon ventre et sur mon dos. Et après, pour côté protection, la cape, c'est pas mal quand on a de l'eau. Quand on n'a pas d'eau, moi, je me contente des culottes menstruelles. Et d'ailleurs, il y a le cuissard menstruel. Je n'ai pas encore essayé. Mais, Ah oui, de Wilma. Ouais. Et comment vous nourrissez dans ce genre de voyage? Comment on se nourrit Quoi? On mange pas, Sarah ne mange pas. Non, mais est-ce que vous faites à la popote? Est-ce que vous allez découvrir tous les mets délicats des pays traversés? Est-ce qu'il y a une... Pour nous, en tout cas sur ce voyage-là, ça dépendait des pays. Parce que tu as des pays, par exemple en Turquie, c'est édition de luxe, donc il y a à manger partout. Et donc c'est hyper facile de manger d'or parce que c'est dans la culture et donc ça coûte pas cher et c'est bon. Mais par exemple en Iran, c'est beaucoup plus compliqué de manger d'or parce que vu la crise économique, il n'y a pas beaucoup de restaurants encore ouverts et donc on mange beaucoup plus à l'intérieur de la maison. Et donc là, en fait, on mangeait avec les gens qui nous invitaient tout le temps. Et puis au Tadjikistan, en fait, il y a 2 plats nationaux et c'est pas très bon. Et donc, il y a un moment donné, vous bouffez que des sneakers et de la soupe à la patate. Et donc, genre de cuisiner, on a trouvé un Auchan à Douchambé. Et là voilà, c'est des petits trucs, mais ça dépendait des pays, ça dépendait du moment, de si on campait beaucoup, si on campait pas. Il faut faire en fonction de ce qu'on a envie. Et parfois, on se tapait un resto et c'était très gai, quoi. Donc, ça dépendait vraiment des moments. Voilà. C'est mieux qu'en ultra ou en ultra, tu vas de station-service en station-service. Ouais. Il y a une certaine standardisation internationale de la station-service qui est limitée. Manon, sur ton film, pourquoi tu as choisi de le dédier aux femmes et comment tu as rencontré ces femmes? Alors la question du genre et de la mobilité, c'était quelque chose qui me travaillait depuis très longtemps. Quand je suis de Mons, une petite ville provinciale en Belgique, et quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai commencé à faire du vélo. J'en faisais pas dans ma ville de province, mais quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai commencé à en faire parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'espace public était du coup disponible d'une autre manière. Je pouvais rentrer de soirée sans qu'on m'embête, et je devais pas prendre le métro, je pouvais rentrer quand je voulais, etc. Et donc je me suis rendu compte, mais si moi j'ai droit à l'espace public, ça veut dire beaucoup. Et puis j'ai commencé à regarder, le Tour de France, mais pourquoi il y a que le Tour de France pour les hommes, Et j'ai commencé à lire un magazine qui s'appelle Les Fonds du vélo, qui parle de la question. Et j'avais vu une amie qui avait fait un grand voyage seule et qui avait fait un très beau film sur son voyage, qui s'appelle Le vent dans le dos. Elle s'appelle Joanne van der Steen. Et ce film m'avait incroyablement inspirée. Et donc quand je l'ai vu, je me suis dit, moi aussi je veux faire un voyage et moi aussi je veux faire un film. Si vous faites un jour un film de voyage, contactez-moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Ça vous évitera de travailler pour rien. Et puis les femmes que j'ai rencontrées, du coup, j'ai un peu cherché avant de partir
quelles étaient les initiatives sur plus ou moins ma route. Et en fait, au fur et à mesure que je creusais, j'étais mais tiens, il y a quand même beaucoup de choses en Roumanie. Enfin, je ne suis pas passée en Roumanie, mais j'aurais pu pour aller leur rendre visite. En Bulgarie, il y a ça, et puis en Turquie, tiens, il y a un gros truc en Turquie, j'y pensais pas. Et puis en Turquie, Fancy Woman Bike Ride, qui a lieu un peu partout en France aussi maintenant d'ailleurs. Elles m'ont mis en contact avec Zeynep à Istanbul, avec Imine à Bergama, etc. Donc il y avait vraiment cette idée de réseau aussi. Était vraiment fort. Ouais. Shima, je la suivais sur Instagram. Ils ont un compte assez connu en Iran et ils sont sur Warm Shower, donc on a dormi chez eux. Et puis il y a des trucs spontanés, quoi. Laura, qui est habillée en rose, c'était une Warm Shower, on a dormi chez elle et en fait le matin, elle me racontait son vélo rose et son t-shirt rose. J'étais attends, c'est marrant, on va partir dans 2 heures, comme ça je te filme en vitesse, quoi. Donc voilà, une partie de spontané, une partie de travaillé et voilà. Et Sarah, pour toi, pourquoi avoir participé au film Les Échappés, qui était dédié aux femmes et à la place des femmes dans le vélo? Alors, c'est un film sur les femmes à vélo, mais c'est un film qui est fait aussi par des femmes à vélo, et c'est ça qui a fait que j'ai adhéré et que j'ai accepté de participer à ce projet. Aussi parce que j'ai vu que, l'idée, c'était pas de faire un archétype de la femme à vélo, mais plutôt de montrer la pluralité qui existe chez les femmes à vélo. Et pour la bienveillance aussi des réalisatrices Océane et Louise. Et du coup, il y a eu le moment, du coup, j'ai passé une semaine avec elles à vélo où elles ont pu me parler de toutes ces femmes rencontrées, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a permis d'avancer et aussi qui m'a permis de gagner en légitimité dans ma pratique du vélo. Et clairement, par exemple, si j'ai fait la Tuscany Trail l'an dernier, je pense que si j'avais pas rencontré Océane et Louise pour les échapper, j'aurais pas tenté l'aventure. Osé. Moi, pour parler du GROU et de la non-mixité, parce que je pense que ça fait écho à tous ces sujets-là, l'idée de faire des sorties en non-mixité, c'était avant tout pour faire un truc fun et dehors, entre femmes, je dirais même avant même d'être revendicative. C'était pas contre, mais il y a eu cette volonté en fait de se dire, quand on se retrouve entre femmes, on se retrouve rarement dehors. Et je voulais qu'on partageait ce plaisir, le plaisir simple de rouler ensemble, au-delà même de faire découvrir en fait que c'est un outil d'émancipation génial, etc. Et je trouve j'ai vraiment envie que les femmes osent sortir, faire des choses ensemble dehors, parce qu'en général c'est plus quelque chose que les mecs font entre eux. On va passer sur les questions du public. Donc, j'espère que les différents échanges vous ont inspiré pour nous poser plein de questions. Tadam. Je ne vois pas. Oui. C'est ouvert. Comment tu fais dans le désert pour être avec de l'eau, sans eau? Comment tu gères le sujet de l'eau? Alors, ce que je fais, c'est que je remplis tout. Donc, en général, j'ai une quinzaine de litres avec moi. Et dès que j'ai la possibilité, même si j'ai juste 5 millilitres en moins, dès que j'ai la possibilité de remplir, je le fais parce que je ne sais pas quand est-ce que je trouverai de nouveau un point d'eau. Et quand je vois que je commence à manquer d'eau, je commence aussi à gérer ma consommation d'eau. Mais clairement, je n'ai jamais été plus de 3 jours sans eau. Mais après, je ne peux pas prévoir en avance. C'est beaucoup plus de 3 jours sans eau. Toi aussi, du coup, tu as fait du désert, je ne sais pas. Juste un petit truc, le film des échappés sera en ligne bientôt et il y a toute l'histoire de Sarah dedans qui est vraiment hyper impressionnante. Donc regardez-le, je crois que c'est le 1er juin, un truc comme ça. Et moi, nous, c'était la route de la soie. Et donc, en fait, il y avait tous les camions turcs qui passaient par là aussi pour aller en Chine. Et donc, de facto, il y avait genre un café tous les 50 km.
Donc c'était du mi-désert, quoi, on va dire ça comme ça. Bon, après, un café, c'est un grand nom, hein. Vous pouvez acheter 2 œufs frits, une bouteille d'eau et un Snickers, encore une fois. Mais donc, c'était pas... Il fallait gérer les 50 km sous 40 degrés, mais c'était pas fou. Et alors, je sais pas pour toi, mais nous, on avait un système de... Anne, tu racontais ça tout à l'heure aussi. Un système de sacoche frigo, où en fait, tu isoles ta sacoche et tu mets ta bouteille d'eau genre dans du Mérino ou un truc comme ça et tu le mets bien au milieu et en fait si la bouteille d'eau est froide au début de la journée elle reste froide à la fin de la journée et c'est fantastique, ça pète tes sacoches mais c'est fantastique d'avoir de l'eau fraîche en plein milieu du désert quoi. Voilà pour la petite anecdote. Anne a même une technique pour regarder au frais son beurre. Oui, c'est pas pour de l'eau, moi je n'ai pas fait le désert, c'est pour du beurre, alors je suis une gourmande. Je ne sais pas faire mon voyage sans la ricorée du matin avec du lait. Donc, bon, déjà du lait, bon, je ne vais pas chercher du lait chez les fermiers, je prends du lait ordinaire. Mais bon, de préférence en demi-litre ou même en quart de litre, c'est mieux, une bouteille à la fois. Mais parce qu'autrement, ça surit et je balade le lait sur dans le truc. Mais le beurre sur du pain, frais ou moins frais, on fait avec ce qu'on a. Mais j'ai besoin de mon beurre frais, alors, pas salé, mais du beurre. J'en mets une bonne tartine. Et j'ai une petite boîte à beurre, donc je mets mes 250 grammes de beurre dans ma petite boîte. J'ai 3 petits glaçons. Alors le challenge, c'est de trouver la personne qui va me les mettre dans le congélateur le soir. Donc quand je suis en camping, je n'ai pas trop de mal. Il y a des voisins, mais après, je sillonne dans les villages où je m'arrête là où je peux. Et alors je mets mes 3 petits glaçons le matin bien calés autour de ma boîte de beurre. Ma très fine couverture de survie bien emballée autour. Et puis, s'il fait chaud, mon beurre, je n'ai pas besoin de mon pull, donc je mets mon pull en mohair autour de la truc. Mais le soir, je vous garantis que le beurre, il n'est pas fondu. Et le matin, la nuit, elle n'est pas trop chaude, donc j'arrive à manger mon beurre en bonne épaisseur, sans qu'il coule. C'est là qu'il est meilleur. C'est le luxe. Merci beaucoup pour le film qui vient d'être fait, qui était hyper inspirant. Ah oui. Ouais, je suis juste là. Ça m'a permis de prendre vachement de recul. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager en Amérique latine et cette notion de femme et de vélo était très présente. Et là, on l'a vachement vu dans tout, finalement, le Moyen-Orient jusqu'à une partie de l'Asie, que c'est aussi un sujet quasiment... pas possible a priori d'échanger en Chine. Et du coup, je me pose la question de pourquoi finalement le vélo est un peu un terreau un peu fertile de l'émancipation des femmes. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous l'avez perçu ? Alors, tu as un point pour la question qui est super, bravo. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est à quel point le vélo était un construit social, à quel point le vélo était finalement une excuse pour que des communautés de femmes se retrouvent autour d'un objet et que ça crée du mouvement de corps, et donc du mouvement de corps, ça crée du mouvement de pensée, etc. Et donc, ça crée de la liberté, de l'émancipation, etc. Mais à quel point c'était un objet social, que nous, parfois, en Occident, on peut le voir comme un objet utilitaire de déplacement, mais qu'en réalité, ça cache beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça que toutes les femmes que moi j'ai rencontrées, elles étaient toutes leaders de communautés. Et donc, par exemple, Éminé à Bergama, elle a appris à faire du vélo pendant la nuit à 45 ans. Et moi, quand elle m'avait dit ça au début, j'étais là, mais enfin, apprendre à faire du vélo pendant la nuit, mais tout le monde sait faire du vélo, etc. Hyper jugeante, alors que quand j'ai commencé à faire du skateboard, ma carrière s'est très vite arrêtée parce que j'étais très nulle, mais j'ai appris pendant la nuit, parce que du coup, j'avais peur socialement d'être jugée, de commencer à faire du skateboard à 34 ans, alors que c'est très bête. Mais donc, elle a appris à faire du vélo pendant la nuit, et après, elle a appris à plus d'autres femmes de faire du vélo, et maintenant, elle a un club, et en fait, ils roulent ensemble tous les dimanches, je crois, et maintenant elle inspire beaucoup de gens. Et après son cancer du sein, elle a été faire un tour de Turquie où elle a été montrée à encore plus de gens. Et donc chaque personne était d'une force assez impressionnante et inspirante de dire en fait moi j'ai commencé, je suis en mouvement et je vais prendre d'autres personnes avec moi. Et c'est ça qui était empouvoirant, c'est qu'il y avait un espèce il y a un mouvement en fait dans le mouvement du corps, il y a un mouvement de pensée, il y a un mouvement social qui fait qu'on se retrouve et qu'on est ensemble, et en fait ça crée beaucoup de choses en dessous. Et pour terminer, par exemple, le Fancy Women Bike Ride qui est né à Izmir en Turquie.
au début, quand la première fois que je l'ai appelée, j'étais là, mais pourquoi vous vous revendiquez pas féministe? Elle me disait, mais en fait, on n'a pas besoin de se revendiquer quelque chose, en fait, on l'est de facto. Et elle disait juste, en fait, le fait de se rencontrer une fois par an pour rouler à la journée sans voiture, c'est un événement, mais en dessous de ça, il y a des centaines de pages Facebook qui sont actives toute l'année, et toute l'année, les femmes se retrouvent pour aller rouler ensemble. Et donc, c'est toujours une excuse ou un moment présent, une symbolique qui va faire qu'il va y avoir beaucoup de choses et donc des nouveaux contacts et des nouvelles formes d'entraide qui vont se créer. Je sais pas si vous... J'ai une question qui suit un peu. Enfin, ça, c'est comment toi tu souhaites continuer. Est-ce que tu souhaites continuer à diffuser ce message, ces valeurs, de toutes ces femmes que tu as rencontrées aujourd'hui, maintenant que tu es de retour. Enfin, est-ce qu'il y a une façon de faire? En fait, quand j'ai commencé à éditer le film, j'avais pas de scénario et donc en fait, je savais pas ce que je racontais. Et c'est au fur et à mesure de la 5e ou 6e version, je crois, que je me suis rendu compte à quel point j'avais envie de mettre une narration positive dans le monde. On a beaucoup de narrations qui sont négatives, quoi. On voit toujours des trucs négatifs partout. Et en fait, avoir quelque chose qui montre, c'est que quelques histoires, en fait. Et une narration de voyage, c'est un point de vue, à un moment précis, etc. Tout est toujours à prendre avec des pincettes parce que c'est toujours qu'une personne qui le raconte. Mais j'avais envie de montrer qu'il y avait des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et il y avait beaucoup de positivité, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient alors aux endroits où on ne s'attendait pas. Et donc pour faire bouger ça, le film, c'est pour ça que je l'ai fait aussi en fait, parce que j'avais pas d'expérience pour éditer un film, donc j'ai beaucoup souffert pour le faire ce film. Mais c'était ça, j'avais une obsession qu'il fallait que j'amène cette histoire quelque part, quoi. Et que maintenant, quand j'ai quelqu'un qui me tag après sur Instagram en me disant Women don't cycle, but yes we cycle, je suis là, yeah. Tu vois, donc c'est ça aussi, c'est de manière toute différente. Je crois qu'on fait toutes la même chose. Ouais, le film est le moyen, le film est, c'est un récit, c'est le média, c'est ce qui fait que tu peux changer les choses en racontant ces femmes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je voulais savoir, déjà, merci du partage, c'est super intéressant. Quelles avaient été, par exemple, vos plus grosses galères, l'une de vos grosses galères? Sarah réfléchit. Anne, tu veux? Moi, j'étais en train de réfléchir et en fait, je ne retrouve pas beaucoup. Et limite, ça peut être mécanique quand tu es nulle part et que tout casse toujours en même temps. Tu regardes derrière, un peu comme ta route, là, tu regardes derrière, il n'y a rien, tu regardes devant. Ah oui, j'étais en Patagonie et j'étais en cyclotour, pour le coup, avec des sacoches de chaque côté, et mon porte-bagages a lâché. Et on est bien peu de choses quand un porte-bagages lâche, parce que je me suis dit, je vais porter. J'étais là, et là, vraiment, il n'y avait rien. Genre, j'étais là. Et puis, en fait, je me suis fait aider. En fait, j'attends 1 heure comme ça. Et c'était la fin du voyage, en plus, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. Et il y a un Américain que j'avais croisé plusieurs fois sur la route qui arrive, et on devait choper un ferry pour passer bref. Et il arrive, il sort son couteau, il prend une chambre à air, clac, il me fait comme ça autour du porte-bagages, il me dit, je m'en vais, il y a le ferry, il s'en va. Et moi, j'étais vraiment hébétée comme ça. Puis je suis repartie, j'ai raté le ferry, j'ai pris celui du lendemain. Bref, c'est trop bizarre. Bref, ça crée toujours des... En fait, ça crée des histoires, ça crée des opportunités, ça crée des rencontres. Donc, c'est trop bien, les galères. Mais je suis abonnée aux galères. Je ne sais pas si vous en avez. Et nous, en galère, on n'a pas eu beaucoup. J'ai même pas eu de crevaison entre Bruxelles et Tokyo, je ne savais pas. Alors, c'était quoi la marque des pneus? Je ne savais toujours pas réparer des roues de vélo en rentrant. J'ai appris pendant le Covid, comme tout le monde. Mais sinon, non, plus grosse galère quand tu tombes malade. C'est genre... moi, après le Tadjikistan, j'étais tellement fatiguée. Et en fait, on a poussé. Et il y a un moment donné, en fait, mon corps, il m'a dit... Tu t'arrêtes, Angine, tu vas manger des mini-bouts de Snickers pendant 1 semaine. Pardon, c'est un trauma, les Snickers. Je n'en ai plus jamais mangé depuis. Et ouais, quand tu tombes malade, là, tu as envie d'appeler ta maman, quoi. Dire, oh, qu'est-ce que je fais là? Et puis ça passe et c'est reparti, quoi. Mais ouais. Je sais pas pour toi si tu as retrouvé une... Alors, mais quand on tombe malade... J'ai eu l'expérience du coup l'an dernier, je suis tombée malade, j'ai eu la dengue au Soudan, mais et en fait j'ai voulu continuer.
Et ce que j'aurais pas dû faire, j'aurais dû juste m'arrêter, me reposer, écouter mon corps, mais j'ai continué. Et donc à chaque fois j'arrivais chez une nouvelle famille, je tombais, ils m'emmenaient à l'hôpital, c'était à chaque fois le même scénario. Donc il y a la maladie, mais il y a aussi parfois l'incompréhension. Une de mes plus grosses galères, je ne sais même pas si je dois l'appeler galère, mais pareil, au Soudan, dans un endroit que je pensais vide. Et c'était un moment où ma présence dérangeait pas, mais elle faisait peur. Donc vraiment, je croisais beaucoup de femmes avec leurs chèvres ou d'enfants. Et d'habitude, on me salue. Là, ils avaient peur. Ils criaient et ils partaient en courant. Donc le soir, quand il fallait trouver où dormir, je voulais vraiment être seule et embêter personne. Et j'avance, et sauf que je vois qu'il y a plusieurs tentes. Donc je me suis dit, il faut que je leur annonce que je suis là et que je vais dormir pas très loin. Et en allant vers la première personne est effrayée, c'était une femme. Elle crie, elle court dans tous les sens et elle va vers d'autres personnes, donc que des femmes. Donc je vais vers elle, j'enlève mon casque pour montrer que je suis une femme. J'enlève mes lunettes, mais rien à faire, elles sont effrayées, mais terrorisée. Et du coup, là, elle commence à jeter des cailloux, à me jeter des cailloux. Donc, je m'approche pour leur montrer que je n'ai pas peur et que je ne vais rien leur faire. Mais en vrai, ça devenait dangereux. Et donc, je leur demande ce qu'elles veulent. Et elles me disent, pars. Donc, je dis, OK, pas de problème. Je pars, mais vous arrêtez de jeter des cailloux. Ce qu'elles ont fait, elles ont arrêté. Et sauf qu'il faisait tard, c'était la nuit. Donc, en vrai, j'ai dormi pas très loin du campement. J'ai juste installé ma tente quand il faisait nuit noire et que j'entendais plus un bruit. Et j'étais terrorisée toute la nuit, autant qu'elle. Enfin, même moins qu'elle, en vrai, parce qu'elle... moi j'ai choisi de partir. Elles n'ont pas choisi que quelqu'un vienne dans leur intimité. Et cette nuit-là, donc j'ai dormi très tard, effrayée. Et dans la nuit, je sens que la tente bouge. Et je me suis dit, à tous les coups, c'est les maris qui sont venus. Et ils ont juste suivi la trace de vélo. Pardon, j'arrive pas à raconter en mode court. Mais en fait, j'avais très très peur dans cette tente qui bougeait et tout. Et je me suis dit, en fait, Sarah, arrête, tu sors et tu vois ce que c'est. Ça sert à rien de faire tous les scénarios. Et en fait, en ouvrant, je me rends compte que c'est un chameau. C'est un dromadaire, pardon, qui bougeait la tente parce que j'ai pris sa place. Donc, j'ai juste déplacé la tente. Voilà. Merci. Ouais, moi, c'est des aventures, c'est pas très grave. En fait, c'était l'année dernière, quand je suis allée à Prague, en fait. J'arrive à Prague et puis je visite. Il commençait à faire mauvais temps parce qu'on arrivait déjà en octobre et je descends à Pilsen. Donc Pilsen, c'est une ville en dessous de Prague et c'est là où on a inventé la bière blonde. Et donc j'arrive dans la ville, mais elle était hyper bondée de monde parce qu'il y avait un match de foot le soir contre Essen en Allemagne. Donc tous les supporters dans la rue. Beaucoup de banderoles et de tas de couleurs pour supporter chacun son équipe. Et puis, je vais à l'office de tourisme, je demande s'il y a un camping. Oui, il y a un camping, mais je vais donner le numéro de téléphone. Je téléphone au camping, mais vous ne trouverez pas d'hébergement parce que vraiment, la ville, elle est complète, elle est occupée par beaucoup de supporters. Et il y avait le festival de marionnettes en même temps, etc. Et en fait, je téléphone au camping, puis il dit non, le camping est fermé. Bon, je dis bon, camping fermé, ça fait rien. Je vais aller à la grille, je mettrai bien ma tente à côté du camping, et je passerai sous un grillage, je pourrais me laver, je ne sais pas. Et je fais ça, mais il pleuvait. Et donc, j'arrive au camping et la porte, elle est fermée, et tout ça. Bon, je vois une voiture arriver, j'étais avec mon vélo comme ça. Il fait le code et puis la grille s'ouvre. Alors je passe avec mon vélo, mais je rentre là-dedans, mais il est occupé ce camping. En fait, c'était toute la police de la ville. Et ils étaient tous dans les petits chalets. Puis moi, je dis, bon, je ne veux pas me cacher parce que maintenant que je suis à l'intérieur, je ne sors vraiment pas sortir. Je suis dans le camping. Et donc, d'abord, je me dis, je vais planter ma tente là au milieu du gazon, quoi. Je ne me cache pas. Puis après, je me dis, oh là là, je sais pas. Alors, je voyais les flics avec la serviette de bain en slip traverser le machin et tout. Je dis, oh là là, c'était tous des hommes.
Puis après, je me dis, bon, je dois faire pipi déjà, donc je vais aller au sanitaire, on verra. Alors, je mets quand même mon vélo sur le côté, je rentre dans les sanitaires. Les sanitaires des hommes, ils étaient tout de suite à gauche, comme ça. Et puis, il fallait passer une deuxième porte tout droit. Et à gauche, derrière, il y avait les sanitaires des femmes. J'ouvre la porte, mais alors, une rangée, mais 20 lavabos tout autour, comme ça. Oula, je file chercher mon vélo, je rentre le vélo dans le sanitaire, entre les vélos. J'ouvre mon sac de couchage et mon petit matelas derrière la porte et tout. Et je n'étais pas tranquille parce qu'il était quand même peut-être 6 heures du soir. Bon, et après, ils sont allés manger, ça riait à travers le camp et tout. Et puis je lui dis, je suis là toute seule, mais je ne vais quand même pas passer ma vie dans les toilettes. Je n'ai rien à manger, ça ne fait rien. Je sors 2 pommes, des cacahuètes, j'ai toujours des cacahuètes avec moi. Et puis je sors en catimini, je vais jusqu'au lac. Et puis je m'installe sur une chaise longue. Je les entendais rire et tout. Et puis, il y a après des gens qui sont venus et tout. Je n'ai pas eu de visite du tout, mais là où on a peur, en fait, c'est quand je me dis, si je me réveille en pleine nuit et puis qu'il y a quelqu'un qui me surprend, ça fait rien. J'aurais déjà dormi une demi-nuit. On ne va pas me foutre à la porte. Je vais dire, j'ai déjà gagné, quoi. Mais bon. Et le lendemain, je suis partie, encore sous la pluie. Alors, j'ai rigolé avec les sacs plastiques, là, parce que c'est comme ça que je protégeais mes pieds aussi. Et j'ai visité les caves de Pilsen en tongs, à 6 degrés. Donc, j'étais la risée des gens qui... Enfin, la bière était très bonne. Trop bien les galères. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Oui, par là. Ouais. Bonsoir à tous. Merci pour ce film, c'était très inspirant. J'ai 2 petites questions. La première, on parlait des 27 kilos d'âne, de charge. J'aurais bien voulu savoir combien vous portiez pour les autres voyageuses. Et la deuxième question, quels sont vos prochains voyages à vélo ou projets en tout genre? Moi, niveau poids, je ne sais pas. J'ai jamais pesé combien j'avais avec. Je sais que je suis partie avec trop. Et que du coup j'ai renvoyé des choses quand on arrive à Istanbul, en tout cas sur ce voyage-là, j'ai renvoyé des choses en Belgique parce que c'était pas possible. Mais par contre, je me suis racheté un jeans, tu vois, des trucs bêtes, hein, mais de te pas sentir que cycliste et de pouvoir être toi, qui que tu sois le soir, etc. Et te sentir bien, c'était important pour moi. Et la deuxième question, pour moi, le prochain voyage. On part chaque année maintenant. Enfin, c'est impossible de considérer une autre manière de voyager que la manière de voyager lente, donc à pied ou à vélo, ou en bateau, ou en je sais pas quoi. Et le prochain gros voyage, l'Afrique, quoi, descendre, partir d'ici, puis en France, Espagne, etc. Aller au Maroc. J'aimerais beaucoup aller en Algérie. Et donc voilà, mais il faut prendre le temps. Et le temps est une ressource qui n'existe pas beaucoup maintenant. Très bien. Pareil que toi pour le poids, j'en ai aucune idée. Et pour le prochain voyage, sur la fin de la Toscany Trail, je n'étais pas du tout entraînée, je sortais de la dingue. Du coup, j'ai pris cher. Et sur la fin, du coup, j'ai dit, ça y est, je prends ma retraite, on arrête le vélo, c'est bon, on s'est bien amusé, stop. Mais en fait, très vite, le mois d'après, je me suis dit non. Donc, le prochain voyage, normalement, du coup, c'est le nord du Pakistan. Et l'idée, c'est je ne sais pas si j'en suis capable, j'ai répété ça hier 3 fois, mais c'est de partir sans programme, sans planifier et de se laisser porter. Moi, sur les bagages, je pense que c'est un peu différent parce que je voyage en mode bikepacking, donc avec plutôt des sacoches de sel. Je pense qu'en gros, je dois être, je sais pas, 7 kilos. Donc ça te limite vraiment dans tout ce que tu dois emporter, mais je ne me vois plus voyager autrement maintenant. Parce que je sais pas, c'est quand même plus agréable à pédaler. Et le prochain voyage, c'est la Norvège cet été. Et pareil en slow. Donc, avec bateau, pédalage, bus, et puis vélo. Et toi? Pour les bagages, c'est pas 20 kilos, c'est 27. je les pèse à chaque fois. Je dis, je vais faire moins lourd, mais j'y arrive pas. Et le prochain voyage, j'ai hésité justement à monter, mais j'ai eu trop froid l'année passée, fait l'aller-retour à Prague.
je ferai plus jamais l'aller-retour jusque Calais parce que j'ai pas bien aimé le retour. Parce que c'est tout à fait différent de s'éloigner de chez soi que d'y retourner. Parce que les gens me disent pourquoi tu ne vas pas, par exemple, au Cercle polaire, puis tu descends, quoi. Et non, rentrer chez soi, c'est rentrer chez soi, tandis que partir, c'est vraiment s'éloigner. Et du coup, normalement, j'attends le 2 juin parce que j'ai été opérée des 2 pieds, des allus valgus, mais j'ai un pied gauche qui me fait assez mal parce que je pose mal dessus. Et là, du coup, j'ai mal à une hanche droite et j'ai un examen le 2. Donc je pars après et j'ai décidé de partir. Idéalement, je voulais partir en Grèce, mais je vais au moins aller jusque Rome, donc par la Francigena. Et j'ai un mariage où je dois amener mes parents qui sont encore vivants le 19 août. Donc si vraiment je tiens mes promesses, je vais y aller, mais normalement je devrais y aller. Et sinon, peut-être que je vais faire un aller-retour en avion pour retourner et puis je vais aller jusqu'en Grèce quand même, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, le fait que j'ai mes parents encore vivants, on a un contrat entre frères et sœurs, on est nombreux heureusement. Mais quand ils ne sont plus là, je pense que je n'ai plus de limite. Je ne reviens pas si facilement, je vais essayer d'aller le plus loin possible, vers l'Est. Toujours vers l'Est, soleil en face. À l'Est, tout de nouveau. Ouais, je suis là devant. Désolé d'être un gars et de poser la question sur le seul gars qui a été à l'écran aujourd'hui, mais tu as mis le doigt sur la question qui me brûlait, Manon. Je voulais savoir un peu, Driss, quel rôle il a joué, quelle position il a occupé, comment il s'est placé dans ton projet, dans ton film, voilà. Comment il avait vécu ça et comment toi tu avais vécu ça à côté de lui, quoi. Le plus merveilleux support, soutien qu'on peut avoir, en fait, c'est lui qui m'a encouragée à le faire parce que, encore une fois, je ne savais pas filmer, machin, et que lui, il est ce qu'on appelle un crazy positive, qu'en fait, il voit que du positif partout, et donc il était tu peux le faire, ah, je peux pas faire. et donc le rôle qu'il a pris, c'est qu'il a été il a toujours été là pour me soutenir et pour m'encourager, etc. Et c'est surtout dans la période pour éditer un film, quand on se retrouve avec un an d'images à dérocher, etc., à les mettre ensemble, à en faire une histoire, parce qu'en fait, faire un voyage et faire un film, c'est deux choses. Pour moi, c'était plus difficile de faire un film que de partir en voyage. Et de là, en fait, dès qu'il y a mon ordi qui craquait et qui ne faisait plus rien, il y avait comme par magie Driss qui rentrait dans la pièce, mon ordi qui faisait et Driss qui ressortait. Donc je le détestais à ce moment-là, mais je le remercie en même temps. Non, oui, il a pris un rôle très, très féministe, en fait, très dans le soutien et avec beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Et dans chaque rencontre, etc. Du coup, il a eu aussi beaucoup l'occasion de réfléchir sur la question du genre. Et du coup, après, pendant le voyage, et maintenant encore, parfois il me dit ah mais tu vois ça, machin, non, ça j'avais pas, non. Et du coup, c'est hyper beau à voir aussi d'avoir une personne, un partenaire dans sa vie qui se déconstruit en même temps que nous on se reconstruit. C'est très fort, quoi. Donc voilà, j'espère qu'il regarde parce que je vais avoir des points d'amour, je crois. Moi, j'ai une question. Je suis ici. Là. Ah oui. Pardon, là. J'ai une vraie question, mais du coup, je me permets de rebondir sur la question d'avant. Je me demandais du coup quel support, quel soutien tu avais pu être pour Driss aussi pendant ce voyage, parce que j'imagine que ça n'a pas été que dans un sens. Ouais. Et ma question, c'était, alors je peux me tromper, mais je pense que dans ce genre d'aventure, celle que vous avez vécue toutes les quatre, le mental est peut-être plus important que les jambes. Comment est-ce que vous avez traversé les éventuelles périodes de craquage, de manque peut-être de vos proches, comment vous avez géré le soutien de certaines personnes qui n'est peut-être pas toujours adroit, ou voilà, comment est-ce que vous avez géré les moments psychologiquement compliqués qu'on peut rencontrer sur ce genre d'aventure? Mais là, je crois que ça va être la narration va être différente parce que du coup, moi, c'est ce que je disais au début, le pouvoir d'être deux. D'avoir quelqu'un avec qui on peut ventiler, et du coup c'est ça, quand Driss lui il était il était fatigué ou qui râlait parce qu'il avait faim, du coup je le connais et du coup je sais qu'il a faim à ce moment-là, et du coup je suis là attends, c'est bon, vas-y, prends une barre, tu vois. Et donc du coup de se connaître bien, ça fait que quand il y en a un qui est en bas, l'autre est en haut, et du coup on peut toujours se rattraper l'un et l'autre, quoi.
Et que pour moi, enfin oui, je sais, j'ai perdu le fil de ma pensée parce que j'étais en train de dire que je pensais à autre chose en même temps. Moi, pour rebondir, c'est marrant parce que justement, quand je suis seule, je me gère, alors que quand il y a quelqu'un, c'est. Enfin, je décharge, quoi. Alors que quand je suis seule, je me dis, ok, en fait là, t'es seule, donc comment tu gères? Ok, donc ok, next step, hop, hop. Enfin, c'est beaucoup plus procédurier, c'est beaucoup plus par étapes. Enfin, ok, donc là, t'es pas bien, mais tu vas. Et ça aussi, c'est le constat de la circularité du monde. C'est que en fait, tu sais qu'il y a des moments où t'es pas bien, mais qu'il y a des moments où t'es bien. Donc, c'est faire le constat un peu extérieur, c'est tu n'es pas bien. C'est une chose, voilà. En fait, c'est un constat, mais tu sais que c'est des phases en fait. Tout n'est que passage, ouais. Et ça va être vachement. Et quand tu es seul, tu peux mettre en place ce truc où tu dis tout n'est que passage. Après, tu te dis mais je suis une poète. Après, tu te fais des blagues, donc c'est bien, voilà. Et alors que quand tu es quelqu'un, moi, je geins beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, c'est l'avantage d'être seul. Alors, il est 21h13. Donc, on va arrêter pour l'instant, mais on peut continuer la discussion dehors et poser toutes vos questions. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci pour la